J'ai planté avec soin, j'ai arrosé à temps, j'ai suivi toutes les règles qu'on m'avait enseignées. Et pourtant, rien n'a fonctionné. Les plantes sont restées petites, les feuilles sont devenues pâles, la croissance s'est arrêtée, quoi que j'ajoute. Au début, je me suis blâmé. Les graines, la météo, l'engrais, puis j'ai réalisé la vérité. Le problème n'était pas ce que je faisais. Le problème était ce sur quoi je me tenais. Le sol n'était pas fatigué. Il n'était pas sec. Il était mort. Si votre sol est dur, sans vie ou épuisé, vous n'êtes pas seul. La plupart des terres ne meurent pas parce que c'est un mauvais sol. Elles meurent parce que nous avons pris d'elles pendant trop longtemps et avons oublié comment la nature se reconstruit. Qu'avant même que les engrais chimiques n'existent, les agriculteurs avaient déjà une solution. Pas dans les usines, pas dans les sacs, mais dans les plantes elles-mêmes. Pendant des milliers d'années, les anciens cultivateurs, des agriculteurs romains aux civilisations indigènes, utilisaient des plantes spécifiques pour ouvrir les sols durs, extraire les nutriments des profondeurs du sol et laisser la terre plus riche pour la prochaine récolte. Cette connaissance s'est estompée. Aujourd'hui, nous la faisons revivre. Dans cette vidéo, nous partageons 10 plantes puissantes qui revitalisent naturellement les sols morts, souvent jusqu'à 3 fois plus efficacement que les engrais synthétiques, car elles ne se contentent pas de nourrir les plantes. Restez jusqu'à la fin, car la première place vaut plus que de l'or pour votre jardin. 2. Top 10. Sarrasin, récupération rapide du sol. À première vue, le sarrasin semble ordinaire, presque fragile, mais dans un sol épuisé, c'est l'un des guérisseurs les plus rapides que la nature ait jamais conçus. Le sarrasin, c'est la vitesse. En seulement 30 jours, il peut transformer un sol nu en couverture vivante. Sa canopée dense ombrage le sol, réduisant la pression des mauvaises herbes jusqu'à 90%, tandis que ses racines fines se répandent rapidement dans la couche arable. Mais le sarrasin ne se contente pas de couvrir le sol, il le nourrit. Pendant sa croissance, le sarrasin libère des acides organiques qui débloquent le phosphore lié dans le sol épuisé, augmentant sa disponibilité de 20 à 30% en un seul cycle. Une fois coupés, ces tiges et tissus mous se décomposent rapidement, devenant une matière organique facilement disponible qui alimente les microbes et relance la biologie du sol sans compaction ni brûlure d'éléments nutritifs. Ce n'est pas nouveau. Les agriculteurs médiévaux de toute l'Europe comptaient sur le sarrasin comme culture de courte saison pour restaurer les sols pauvres où le blé échouait, préparant souvent la terre pour la prochaine plantation sans fumier. Le sarrasin ne reconstruit pas le sol en profondeur. Il le réinitialise assez rapidement pour donner une seconde chance à une terre fatiguée, au moment où elle en a le plus besoin. 3. Top 9. Tournesol, ascenseur de nutriments. Les tournesols sont souvent plantés pour leur beauté, mais sous la surface, ils travaillent comme des ingénieurs silencieux. Les tournesols ne se contentent pas de faire face au soleil. Leurs fortes racines pivotantes peuvent atteindre 1,5 à 3 mètres de profondeur, tirant l'eau et les nutriments des couches du sol que la plupart des plantes ne touchent jamais. Au fur et à mesure que ces racines grandissent, elles ameublissent le sol compacté et remontent l'azote, le potassium et les oligo-éléments dans la zone active du sol. Lorsque les tournesols meurent, leurs racines et leurs tiges se décomposent, retournant les nutriments près de la surface et nourrissant les microbes du sol. Ce processus, l'ascension des nutriments, aide à reconstruire la fertilité sans ajouter d'engrais. Au-dessus du sol, les tournesols stabilisent le sol, réduisent l'érosion et soutiennent les pollinisateurs. Sous terre, ils améliorent l'infiltration de l'eau et la structure du sol pour la prochaine récolte. Les agriculteurs indigènes l'ont compris bien avant la science moderne, cultivant des tournesols non seulement pour la nourriture, mais aussi dans le cadre de systèmes qui maintenaient la terre productive au fil du temps. Les tournesols ne réparent pas le sol du jour au lendemain, mais saison après saison, ils rendent silencieusement ce que le sol a perdu. 4. Top 8. Feuilles de moutarde, nettoyeur de sol, aiguille, rapide et sous-estimée. Les feuilles de moutarde fonctionnent comme une équipe de nettoyage pour les sols fatigués. Les feuilles de moutarde font plus que pousser rapidement. Leurs racines pénètrent dans les couches compactées,
améliorant l'aération et la circulation de l'eau, tandis que leurs tissus contiennent des glucosinolates, des composés naturels qui se décomposent en biofumigants. Ceux-ci suppriment les nématodes nuisibles et les agents pathogènes du sol, réduisant souvent la pression des ravageurs de 30 à 50% en une seule saison. Mais la moutarde nourrit également le sol. Lorsqu'elle est hachée et incorporée encore verte, elle agit comme un puissant engrais vert, ajoutant une biomasse facilement décomposable qui stimule l'activité microbienne et libère de l'azote et du soufre, deux nutriments communément épuisés dans les champs épuisés. Des études montrent que les résidus de moutarde peuvent augmenter la respiration microbienne du sol et l'azote disponible dans quelques semaines. Dans certaines conditions, la moutarde aide même à la phytorémédiation, en aidant à extraire les métaux lourds comme le plomb et le cadmium des sols contaminés. Un avantage supplémentaire dans les terres endommagées. Cette stratégie n'est pas nouvelle. Dans l'Europe médiévale, la moutarde était largement cultivée entre les cultures, non seulement pour sa saveur, mais aussi pour rafraîchir les champs usés et les protéger des ravageurs lorsque le fumier était rare. La moutarde ne reconstruit pas le sol lentement. Elle le nettoie, le réinitialise et le prépare pour que la prochaine récolte puisse pousser sans combattre ce qui a été laissé derrière. 5. Top 7. Chicorée, le travailleur silencieux et profond. La chicorée ne se précipite pas pour réparer le sol. Elle va là où les dégâts sont réellement présents. La chicorée travaille lentement, mais en profondeur. Sa puissante racine pivotante peut atteindre 1,8 à 3 mètres, pénétrant les couches dures et compactées qui arrêtent la plupart des cultures. En grandissant, cette racine ouvre des canaux permanents dans le sol, améliorant le drainage, l'aération et l'accès des racines pour tout ce qui est planté après elle. Mais la chicorée ne se contente pas de modifier la structure. Elle nourrit également le système en puisant du calcium, du potassium et des oligo-éléments dans les couches profondes et en les ramenant à la surface par la litière de feuilles et la décomposition des racines. La chicorée rétablit progressivement l'équilibre des nutriments au fil du temps. Des recherches sur les systèmes de pâturage montrent que la chicorée peut améliorer considérablement la porosité du sol et sa stabilité à long terme, en particulier sur les sols lourds ou compactés. Cette plante a une longue histoire. Au Moyen Âge, la chicorée était cultivée dans les prairies et les champs des monastères, non seulement comme fourrage et médicament, mais aussi comme moyen de maintenir la terre productive là où le pâturage répété avait durci le sol. La chicorée n'est pas spectaculaire. Elle ne travaille pas vite, mais saison après saison, elle continue de creuser, d'ouvrir et de stabiliser le sol, préparant tranquillement le sol au retour de la vie. 6. Top 6. Lupins, bâtisseurs de sol pauvres. Les lupins n'attendent pas un bon sol inermant, ils le créent dès là où presque rien d'autre ne survit. Les lupins prospèrent là où les autres plantes échouent, en particulier sur les sols sableux, acides et pauvres en nutriments. Sous la surface, leurs racines forment un partenariat avec des bactéries fixatrices d'azote, tirant l'azote directement de l'air et le convertissant en nutriments assimilables par les plantes. Dans les sols dégradés, les lupins peuvent ajouter l'équivalent de 90 à 170 kg d'azote par hectare et par an sans un seul sac d'engrais. Parallèlement, leurs racines pivotantes profondes s'enfoncent dans les couches compactées, fissurant le sol dur et améliorant l'aération et l'infiltration de l'eau. Lorsque ces racines se décomposent, elles laissent derrière elles des canaux que les cultures futures peuvent suivre, ce qui facilite l'exploitation des terres autrefois hostiles, saison après saison. Ce qui ressemble à une fleur décorative est en réalité un spécialiste de la réparation des sols qui travaille sous terre. Ce rôle n'est pas nouveau. Au Moyen Âge, les lupins étaient cultivés sur des terres marginales où les céréales avaient du mal à pousser. Les agriculteurs les appréciaient non pas pour leur beauté, mais parce que les champs plantés après les lupins produisaient systématiquement de meilleures récoltes avec moins de fumier. Les lupins ne réparent pas le sol du jour au lendemain. Mais là où la fertilité a disparu, ils la reconstruisent tranquillement, une racine, une saison à la fois. 7. Top 5, la vesque velue, une paillie vivante avec du pouvoir. La vesque velue attirait rarement l'attention, mais sous terre, elle effectue certains des travaux les plus importants en matière de restauration des sols. La vesque velue travaille discrètement mais efficacement. Ses racines hébergent des bactéries fixatrices d'azote
qui peuvent fournir au sol l'équivalent de 110 à 220 kg d'azote par hectare et par an, nourrissant non seulement la plante elle-même, mais aussi les cultures qui suivent. Au-dessus du sol, la veste pousse rapidement et densément, formant une couverture vivante qui supprime les mauvaises herbes, réduit l'évaporation et protège le sol de l'érosion. Lorsqu'elle est coupée ou tuée par l'hiver, cette biomasse se transforme en un paillis mou, riche en carbone, qui libère lentement des nutriments tout en retenant l'humidité. Cette combinaison d'apports d'azote, de matière organique et de protection de la surface crée des conditions idéales pour les microbes du sol. Des études montrent systématiquement que les cultures plantées après la veste velue développent des systèmes racinaires plus forts, des feuilles plus saines et une meilleure résistance aux maladies, même sans engrais synthétiques. Cette approche n'est pas nouvelle, bien avant les intrants modernes. Les agriculteurs de toute l'Europe utilisaient des espèces de vestes comme engrais verts pour reconstituer les champs épuisés lorsque le fumier était rare. C'était une solution pratique, bon marché, fiable et biologique. La veste velue ne choque pas sur le sol pour le faire changer. Elle le soutient. Et c'est précisément pourquoi les agriculteurs régénérateurs lui font confiance plutôt qu'aux produits chimiques. 8. Top 4. Le trèfle, la base d'une terre fertile. Le trèfle n'a pas l'air puissant, mais pendant des siècles, il a été la pierre angulaire de l'agriculture. Avant les engrais synthétiques, le trèfle était un engrais. Ses racines forment un partenariat avec des bactéries fixatrices d'azote, tirant l'azote directement de l'air et le convertissant en nourriture prête à être consommée par les plantes. Dans les peuplements sains, le trèfle peut apporter l'équivalent de 80 à 170 kg d'azote par hectare et par an, nourrissant le sol sans le brûler ni le compacter. Au-dessus du sol, le trèfle s'étend bas et dense, protégeant la surface du sol de l'érosion, réduisant la perte d'humidité et ombrageant les mauvaises herbes. Sous terre, son système racinaire fin nourrit la vie microbienne et améliore l'agrégation du sol, aidant le sol à rester meuble, aéré et résilient. Il ne s'agit pas d'une découverte moderne. Au Moyen Âge, le trèfle était au centre des rotations de cultures qui restauraient les champs épuisés. Les agriculteurs ont remarqué que les terres laissées au repos sous le trèfle produisaient ensuite des récoltes plus abondantes, souvent sans ajout de fumier. C'est l'un des premiers systèmes qui a prouvé que le sol pouvait être reconstitué et pas seulement exploité. Le trèfle ne force pas le sol à produire, il le soutient. Car un sol sain n'a pas besoin d'être constamment nourri, il a besoin de systèmes comme celui-ci. 9. Top 3. La consoude, la pompe à nutriments. En troisième position de cette liste se trouve la consoude. Non pas parce qu'elle agit vite, mais parce qu'elle agit en profondeur, de manière fiable. Année après année, la consoude ne crée pas de nutriments. Elle les récupère. Ses puissantes racines plongent loin sous la surface, souvent de 2 à 3 mètres de profondeur, extrayant le potassium, le calcium, le magnésium et les oligo-éléments que la plupart des plantes n'atteindront jamais. Ces nutriments sont remontés et stockés dans ces grandes feuilles à croissance rapide. Lorsque ces feuilles sont coupées et déposées en paillis ou ajoutées au compost, la consoude renvoie cette richesse minérale profonde directement à la couche arable. Là où les cultures peuvent l'utiliser, ce processus améliore régulièrement la fertilité du sol sans rien importer de l'extérieur du système. Des études montrent que la biomasse de consoude est particulièrement riche en potassium, ce qui la rend inestimable pour les plantes fruitières, les vergers et les systèmes de jardinage à long terme. Chaque coupe ajoute de la matière organique, nourrit les microbes et améliore le cycle de rétention de l'humidité. Cycle après cycle. Alors, pourquoi la consoude est-elle classée numéro 3? Parce que la consoude ne décompacte pas rapidement le sol tassé et qu'elle ne fixe pas l'azote de l'air par elle-même. Elle ne réinitialisera pas un sol mort. Mais une fois que la structure du sol est ouverte et que la biologie est active, la consoude devient l'un des outils les plus puissants pour le cycle des nutriments à long terme. Elle ne guérit pas le sol du jour au lendemain, elle le maintient en vie. Et c'est pourquoi la consoude mérite sa place parmi les 3 derniers, pompant silencieusement les nutriments vers le haut saison après saison. Dix, top 2. Radish daikon, la foreuse de sol de la nature.
Le moyen le plus rapide d'ouvrir un sol mort sans le détruire est le Radish daikon. Le Radish daikon agit rapidement. Sa longue racine pivotante s'enfonce directement dans l'argile et le sol compacté, atteignant souvent 30 à 50 cm, agissant comme une foreuse vivante là où des machines seraient normalement utilisées. Au fur et à mesure que cette racine grandit, elle force l'ouverture des couches de sol dur, créant des canaux verticaux qui permettent à l'air et à l'eau de circuler à nouveau. Lorsque la plante meurt, la racine se décompose sous terre, laissant derrière elle ces mêmes canaux. Maintenant remplis d'humidité, d'oxygène et de vie microbienne, les agriculteurs appellent cela le labour biologique. Pas de machine, pas d'inversion du sol, pas de dommage à la structure du sol, juste la biologie qui fait le travail. Ces canaux ne disparaissent pas après une saison. Ils deviennent des voies pour les futures racines, améliorant considérablement le drainage, réduisant le ruissellement de surface et aidant le sol à se réchauffer plus rapidement au printemps. Des études montrent systématiquement une amélioration de l'infiltration et de la pénétration des racines dans les cultures plantées après le radis daikon. Alors, pourquoi le daikon est-il classé numéro 2? Parce que, bien qu'il ouvre le sol plus rapidement que presque toute autre plante, il ne nourrit pas le sol à long terme, il ne fixe pas l'azote et, une fois son travail terminé, son rôle se termine en grande partie. Le radis daikon ouvre la porte. D'autres plantes construisent la maison. C'est pourquoi il mérite la 2e place. Une étape essentielle entre un sol mort et un sol vivant, mais pas la dernière. 11. Topon, luzerne, le régénérateur profond du sol. Et la plante que vous attendez depuis le tout début de cette vidéo est la luzerne. La luzerne n'est pas seulement de la nourriture pour animaux. C'est l'une des plantes les plus puissantes pour la guérison des sols sur Terre. Ses racines peuvent plonger à plus de 4,5 mètres de profondeur, brisant les couches compactées qu'aucune pelle. Aucun motoculteur et aucune machine ne peuvent jamais atteindre. Là-bas, loin sous la surface, la luzerne ouvre des canaux permanents pour l'air et l'eau, restaure la vie biologique et reconnecte le sol au système qui le maintenait autrefois en vie. En même temps, la luzerne fixe l'azote directement de l'atmosphère, nourrissant non seulement elle-même, mais aussi le sol et toutes les cultures qui suivent. Les champs plantés après la luzerne nécessitent souvent beaucoup moins d'engrais pendant des années, car le sol lui-même a été reconstruit et non stimulé temporairement. C'est pourquoi la luzerne se classe au premier rang. Elle n'agit pas rapidement comme le radis. Elle ne fait pas que recycler les nutriments comme la consoude. Elle réinitialise l'ensemble du système de la couche la plus profonde vers le haut. Si un sol mort avait un bouton de réinitialisation, ce serait celui-ci. À laquelle de ces plantes feriez-vous confiance pour redonner vie à votre sol? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire a changé votre façon de voir les mauvaises herbes dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons l'avenir ensemble. Le prochain trésor sera révélé bientôt.